ce que nous pouvons dire, c'est que ces conflits mettent en exergue plusieurs acteurs, plusieurs alliances et plusieurs mobiles. À partir de ce moment, quand nous avons essayé de donner quelques caractéristiques des conflits, nous pouvons également en dresser un état de lieu sommaire. L'état des lieux sommaires des conflits que nous allons dresser, nous avons voulu le spécifier par rapport à la zone qui a été définie dans le thème, c'est-à-dire la zone Afrique centrale. Et nous avons pensé d'abord partir du fait que c'est une zone, comme l'Afrique en général, une zone qui vit dans la pauvreté, qui est un peu marginalisée, mais également une zone qui est touchée quand même par plusieurs guerres, ou qui est traversée par plusieurs guerres depuis, si nous prenons seulement l'époque des indépendances. Cette zone également, l'Afrique en général et l'Afrique centrale en particulier, nous pouvons la comprendre comme celle qui est à la marge de l'évolution de la construction triangulaire, si nous pouvons mettre dans cette triangularité l'Europe, l'Amérique et puis l'Asie. Et à partir de ce moment, nous prenons quelques exemples pour illustrer l'état des lieux de conflit en Afrique. Bien entendu, Norbert disait tout à l'heure que dans son premier tableau qu'il avait dressé, il a cité quelques pays et que très vite on lui a demandé de les annuler, mais l'histoire ce sont les faits. Et les faits, on ne peut pas les effacer. Donc à ce niveau, nous allons prendre avec des caractéristiques pour essayer d'élargir un peu le spectre, ne pas rester dans un seul pays, puisque l'Afrique centrale c'est une sous-région. Il faudrait bien qu'on aille prendre des exemples dans chacun de nos pays pour comprendre un peu ce que ces conflits peuvent représenter. Alors, je commencerai par le conflit le plus proche. C'est le conflit identitaire que nous avons et que nous connaissons. Et ce conflit identitaire, nous pouvons prendre pour exemple le Congo. Le Congo, la République démocratique du Congo, je devrais dire. Depuis quelques mois, le concept de congolité s'est inscrit dans l'agenda des politiques. Et pour ceux qui sont vigilants et qui suivent les informations, vous pouvez bien comprendre que ce conflit est bien profond. Parce qu'il va au-delà même des aspects économiques. Il s'est même inscrit jusqu'au débat parlementaire. Ça veut dire que c'est un conflit au-delà d'être politique, il est social. Et il va toucher à une dimension un peu très large. Donc à partir de ce moment, on peut comprendre que le conflit identitaire peut avoir des ramifications sur notre identité. Et si on sait que notre identité fait partie de notre culture, on peut comprendre qu'au niveau du patrimoine documentaire, ce patrimoine-là, il peut avoir une incidence à ce niveau. Parce que l'histoire peut s'écrire à partir des faits qu'on aura sur la congolité, alors que cette congolité peut-être vise des intérêts ou alors vise tout simplement à diviser. Mais l'exemple du Congo n'est peut-être pas isolé. Il serait aussi intéressant de regarder dans un pays comme le Cameroun ou d'autres exemples, pas pour prendre le conflit identitaire parce qu'il existe et vous le savez très bien. On n'a pas cessé encore de parler ici de la base ou bien des Tontina et puis des Sardina. Et vous savez très bien qu'à partir de Tontina et Sardina, c'est un conflit d'identité. Mais quand on prend l'exemple du Cameroun, c'est pour dire tout simplement que les conflits des années 90
caractérisés par leur potentiel d'irradiation régionale, ont laissé la place à une rivalité ethnique et que la fréquence des révoltes et les mouvements populaires à l'intérieur, ceux des années 2000, ajoutent la prise en compte des crises sociaux, la privation ou la privatisation des acteurs directs ou indirects à la guerre, disons-le comme ça, entre guillemets, et puis l'expansion de la criminalité peuvent apparaître ici comme des éléments perméables et fragilisants de notre patrimoine documentaire. Alors, à côté de l'exemple du Cameroun, nous pouvons également regarder du côté de la Centrafrique. Et à ce niveau, nous allons très bien voir que depuis la période Bokassa, donc nous sommes là dans les années 65 à 79, à celle de Michel Djotoda, qui était, on est là en 2013-2014, et même aujourd'hui, on a pratiquement eu plus de 5 coups d'État. Et ces 5 coups d'État sont l'expression de groupes ethniques contre l'armée. Mais toujours est-il que ces conflits entre des groupes ethniques, vous voyez donc que la crise identitaire peut revenir également dans tous les pays, ne s'arrête pas seulement à ce niveau. Très souvent, les conséquences sont néfastes. Je prendrai des exemples, surtout avec le cas de la Centrafrique qui est très anecdotique sur le patrimoine documentaire. Mais ce qui est intéressant, parce que nous allons rester avec la Centrafrique pour voir qu'à un moment précis, vous pouvez avoir une crise, un conflit qui ne sera pas simplement circonscrit au niveau de votre territoire et qui peut dépasser le cadre de vos frontières. C'est ce que nous avons vu en début d'année avec l'attaque de l'armée centrafricaine dans une partie du territoire, une partie tchadienne. Et à partir de ce moment, ce qui va se passer avec le patrimoine documentaire, c'est que quand ils entrent sur votre territoire, c'est généralement pour brûler. Et quand on a brûlé une sous-préfecture, quand on a brûlé un hôpital, quand on a brûlé une mairie, ce n'est pas seulement le bâtiment qu'on voit. Au-delà du bâtiment, nous voyons le contenu. Donc il y a le contenant et il y a le contenu. Donc c'est le patrimoine documentaire qui s'en va en feu. Alors, le dernier exemple que je pourrais prendre est celui du Congo, plus proche de nous, le Congo Brazza, dans lequel vous allez donc voir que toutes les élections ont toujours abouti à une confrontation ou alors à une opposition farouche. Ce qui montre que cette opposition-là, cette confrontation-là peut avoir des incidences sur la manière dont les gens apprécient même l'élection, sur les résultats et sur l'information qui est même diffusée en temps réel par les acteurs mobilisés dans ces conflits-là. Alors, à partir de ces exemples, donc, qui sont certes épars, mais qui font le tour de ce que nous pouvons avoir comme des conflits, nous pouvons tout simplement dresser un résumé, ou alors nous pouvons faire un résumé sur ces conflits pour les inscrire dans 4 catégories majeures, les catégories pouvant se combiner. La première catégorie est celle des conflits liés aux difficultés et aux transitions démocratiques. La deuxième catégorie, donc je disais que la première catégorie est celle des conflits liés aux difficultés de transition démocratique ou aux difficultés démocratiques. La deuxième catégorie est celle
des conflits à caractère identitaire. Et nous avons pris bien l'exemple là-dessus pour montrer que ce soit au niveau ethnique, tribal, religieux, ces conflits peuvent avoir une incidence, et nous le démontrerons un peu plus tard, que comment ces conflits peuvent avoir une incidence sur le patrimoine documentaire. La troisième catégorie est celle des conflits de déconstruction et de recomposition géopolitique. Et la dernière catégorie est celle des conflits de prédation, et nous pouvons dire rapides. Nous avons bien les exemples pour chaque catégorie. Pour la dernière catégorie, on peut prendre l'exemple du Tchad et de la Centrafrique. La troisième catégorie, celle des conflits de déconstruction, pour revenir sur le cas de la République démocratique du Congo. Voilà un peu brièvement un exposé sur l'état des lieux des conflits en Afrique centrale. Et au sortir de ce tableau-là, nous pouvons nous interroger sur l'impact des conflits sur le patrimoine finalement. Alors, il était intéressant de dresser ce tableau-là sur les conflits parce que lorsque vous avez un désaccord, donc il peut aboutir à un conflit d'idées, l'information qui peut provenir des acteurs peut être une information tronquée. Donc il peut y avoir la falsification de l'information et des contenus. Mais tout d'abord, il est intéressant de se dire que pour dresser l'impact des conflits en Afrique centrale, il faut partir des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. C'est-à-dire que finalement, ce n'est qu'en regardant dans ce qui se passe à l'intérieur de chaque territoire, de chaque réalité, et en observant un peu comment les ramifications de ce conflit-là essayent de toucher d'autres pays et comment ces pays-là réagissent, ou alors comment, de manière combinée, lorsque on a traversé un territoire, on pourrait être amené à dresser un impact. Alors, cet impact que j'avais déjà commencé à souligner par la désinformation, vous êtes d'accord que lorsqu'on a deux armées qui s'affrontent, ou alors une armée et des bandes rebelles, avec l'exemple que je venais de citer tout à l'heure sur les sous-préfectures qui sont brûlées, les hôpitaux qui sont brûlés, c'est généralement les documents qui vont avec. Donc les documents également sont brûlés. Et alors, mais au-delà de voir ces documents, en tout cas, quand on parle de patrimoine, il faut aussi essayer de le définir. Le patrimoine peut être matériel et immatériel. Donc, on va parler de l'information parfois, et on va parler des supports qui peuvent être des supports physiques et des supports numériques. Et vous voyez que là, on va dire que l'impact, c'est quelle que soit la nature, la forme d'ailleurs, et quelles que soient les dates de l'information. Donc, à ce moment, on peut également constater que les conflits peuvent aboutir à la confiscation de l'information ou à la confiscation des contenus. Que les conflits également peuvent finalement amener l'information à être mise sous silence. Et lorsque l'information est mise sous silence, c'est le droit, c'est l'accès à l'information qui est piétiné. Déjà même, cet accès à l'information est piétiné au niveau local, mais vous voyez qu'au niveau plus large, c'est encore plus grave parce que Norbert disait tout à l'heure que la stratégie de réseau est très intéressante. Alors quand on parle de conflit ici, qu'on voit qu'on est coupé un peu de son réseau, donc on est coupé de sa source d'alimentation en information, on n'a donc plus droit à l'accès
à cette information. Mais ce qui est également dommage, c'est que lors des conflits, on aboutit à une autre incidence qui est celle de l'espionnage et du contre-espionnage, même avec ce que vous pouvez imaginer lorsqu'on est dans les conflits armés, les services, l'action des services de renseignement. Et je ne vous fais pas un dessin sur la veille informationnelle. D'entrée, vous comprenez que cette veille-là, qu'elle soit physique ou qu'elle soit virtuelle, elle est mise en péril. Donc, au-delà de la destruction pure et simple du patrimoine documentaire, donc de la perte totale du patrimoine documentaire, il y a un impact qui peut être considéré comme étant direct, un impact qui peut être considéré comme étant indirect. Parce que lorsque on a confisqué, on peut quand même imaginer à la fin d'un conflit peut-être des négociations ou alors des restitutions au cas où les deux parties viendraient à tomber d'accord. Donc voilà également notre tableau sur ce que l'impact des conflits peut, comment est-ce que ces conflits peuvent être perçus dans leurs conséquences sur le patrimoine documentaire. Alors, ayant déjà traversé la phase de l'impact des conflits sur le patrimoine documentaire, nous pouvons dresser donc un bilan, bien qu'il soit sommaire, et puis à la fin tirer des conclusions. Ce que nous pouvons dire, c'est que les mécanismes de sortie des conflits peuvent être appréhendés sous deux points. Le premier peut être l'action sur les causes, à côté de l'action sur les situations et la démocratisation. Donc, on peut donc avoir une action sur les causes, mais une autre action également sur les situations de gestion, la gouvernance, disons-le comme ça, la gouvernance documentaire. Premièrement, l'action sur les causes. Cette action-là est perçue comme une innovation de nos jours, un peu formulée par la communauté internationale et prise en main par les organisations sous-régionales. C'est l'exemple de l'action menée ce jour par le CEDEPOLA. Et nous pouvons tout simplement relever que pour agir sur les causes, il y a toute une action structurelle à mener. Parce qu'il ne peut avoir de développement de l'Afrique centrale sans sécurité, tel que vous venez de voir l'ensemble des conflits. Donc il ne peut avoir préservation et conservation et préservation du patrimoine documentaire sans sécurité. La sécurité n'est durablement assurée que si le développement accompagne la paix. C'est ce que nous pensons. Quel que soit le conflit, bien entendu. De même, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, lorsqu'ils sont dérisoires, ne favorisent pas un développement durable. Donc les solutions que nous donnons sont un peu comme les conditions qui peuvent permettre d'assurer une conservation et une préservation pérenne du patrimoine documentaire. Et deuxièmement, donc, nous pouvons dire que le processus de participation à travers les mécanismes électifs réguliers, il faut le souligner, la responsabilité des représentants
et des administrations publiques. Alors, quand nous disons la responsabilité des représentants, il faut percevoir la question au niveau politique, mais il faut aussi percevoir la question au niveau de la gouvernance. Parce que pour gérer le patrimoine, il faut même qu'il y ait, au-delà des normes qui peuvent être adaptées, encore que les normes que nous utilisons chez nous, peut-être que le thème qui suivra sera plus explicite là-dessus. Les normes que nous utilisons, nous sommes empruntés, disons-le comme ça, pas imposés, mais empruntés. Et il est indiqué que nous aussi, nous puissions travailler dans le sens de construire et d'élaborer des normes qui nous sont propres et qui sont adaptées à notre environnement. Cela est très important. Donc, et ces normes-là et ces dispositions-là, nous ne pouvons aller les trouver que si nous avons des lois fortes et si nous avons des lois qui prennent en compte tous les aspects de ce patrimoine documentaire. Et tous ici, nous pouvons être d'accord que s'il y a un domaine dans lequel, ou alors s'il y a un domaine qui peut revendiquer la faiblesse des textes législatifs et réglementaires en Afrique centrale, c'est dans le domaine du patrimoine documentaire. Il n'y a qu'à regarder le cas du Cameroun. Je connais également le cas du Congo parce que j'ai le cas du Gabon. J'ai parcouru certains textes dans ce sens. On va remarquer que ces lois-là, sans marcher les mots, sont pratiquement caduques. Donc, ont besoin même d'être contextualisés, ont besoin de s'adapter à leur temps. Donc, nous pouvons ajouter à côté de ces administrateurs publics-là la transparence et puis la neutralité de nos administrations. Vous savez très bien que l'information documentaire n'a pas d'ethnie. L'information de quoi alors le patrimoine documentaire n'a pas de religion. Quand on brûle une mosquée, c'est comme si on avait brûlé une église. Quand on brûle un manuscrit datant de 3 siècles, de 10 siècles, ce n'est pas différent d'avoir brûlé tout un village, ou alors de représenter cela pour une partie de l'histoire de tout un peuple qui finit par disparaître. Donc, il est important d'être transparent dans la manière de gérer notre patrimoine afin que non seulement l'accès, mais aussi la gestion elle-même puisse être pérenne. Alors, voilà quelques pistes que nous pouvions donner comme étant des pistes de sortie. Ça veut dire tout simplement que la démocratie a un rôle à jouer encore. La démocratie a une incidence dans la gestion de notre patrimoine. Mais au-delà de ces aspects, il est important de jouer également sur le développement. Parce que si on vous parle de tout ce que les TICA peuvent avoir, il est même difficile quand vous ne pouvez pas accéder à ce patrimoine de pouvoir savoir comment le préserver, savoir même quelles sont les conditions dans lesquelles il est conservé et voir dans quelle perspective assurer la préservation pérenne. Alors, que pouvons-nous retenir en définitive? Nous pouvons tout simplement dire que la paix, le développement, la démocratie sont liés de manière circulaire, intime et organique dans la préservation et la résolution des conflits, mais également dans la conservation et la préservation de notre patrimoine documentaire. Dans la prévention, comme
dans la résolution des conflits, ces trois composants, donc paix, développement, démocratie, doivent être prises en compte et de manière combinée pour une meilleure sécurité et une meilleure conservation, mais également préservation de notre patrimoine documentaire. Voilà de manière synthétisée, vraiment il faut le dire synthétisée, le tableau que nous pouvions faire du thème conflit en Afrique centrale, état des lieux, bilan, état des lieux, impact sur le patrimoine, bilan et perspective. Je vous remercie.